à ses joueurs, plus précisément des jeux de rôle d'horreur. Avant de commencer, est-ce que vous savez tous ce que c'est que le jeu de rôle? Personne ne sait ce que c'est. Je ne peux pas poser de négation. Bon, on va partir du principe que vous savez tous ce que c'est et que, a priori, vous avez tous déjà vu un film d'horreur ou joué à un jeu d'horreur. Non? Est-ce que tu te représentes un peu l'horreur? Est-ce que tu as peur des fois? Donc, je vais laisser Anthony se présenter. Donc moi je m'appelle Anthony Combrexel, je suis connu sous le nom de Ino pour les intimes, les rôlistes. Je suis auteur de jeux de rôle depuis une quinzaine d'années. 5 ans en tant qu'amateur et ça fait une dizaine d'années que je suis publié professionnellement. J'ai entre autres publié Passion 13 aux éditions John Doe, qui est un petit bouquin blanc là-bas, qui se passe dans un asile psychiatrique. Notre tombeau qui se passe dans les égouts parisiens où c'est de la survie, et Americana qui est un peu plus une grande saga dans les États-Unis. J'ai écrit aussi pour Cassius Belli, campagne contemporaine fantastique. J'ai écrit pour les éditions 12 Singes un scénario d'horreur fantastique. Et du coup, je pense qu'on peut dire que je tourne autour de l'horreur. Et donc Jérémy, présente-toi. Alors moi, je suis pas aussi prolifique qu'Ino, du moins pas en termes d'écriture. Moi je suis plus éditeur, donc je fais partie des écuries d'OGAS entre autres. Donc, vous pouvez voir quelques prods là-bas aussi. On a commencé par Crime en fait, qui est un jeu d'horreur d'ambiance à la belle époque. Donc la thématique est plutôt horrifique, plus que horreur gore. On en parlera après. Et d'autres titres, dont Resurrect, qui est un jeu d'horreur onirique. C'est pareil, on va mettre des titres après. Des petites définitions. Ouais, c'est ça. Et Within, qui est mon dernier bébé, donc de Benoît Atinost, qui est un gros groupe AV d'horreur contemporaine en fait, avec pas mal de secrets et dont je ne vous parlerai forcément pas. Voilà, donc ça fait pareil, ça fait une dizaine d'années que je traîne un peu mes guêtres dans le jeu de rôle et 7-8 à peu près en tant qu'éditeur actif. Et puis on continue comme ça. Du coup, on va parler un petit peu de comment on voit l'horreur, parce qu'effectivement on la produit, donc, mais c'est un peu. On y met forcément du sien. Donc, nous, quand tu mets du tien, ça fait quoi? C'est quoi ton tien? Moi, je sais que quand j'écris, j'essaie toujours de réfléchir à ce qui me fait peur, moi, personnellement. C'est-à-dire une présence inconnue chez moi, quelqu'un au grenier, quelqu'un à la cave, quelque chose que dans l'environnement contrôlé, je ne contrôle pas. Donc le côté inconnu, c'est même la petite araignée en fait, que tu as chez toi et elle te surprend. Ah, d'accord, et là, du coup, tu as le petit coup de flip. Et ça, mon expérience, ma réflexion sur mes peurs, j'essaye de l'injecter après dans ce que j'écris. Je me dis, il y a des thèmes qui sont universels, il y a des choses qui vont parler à tout le monde, je vais essayer de les réutiliser. Le fait de perdre contrôle, ce genre de choses-là. Ouais, je vois bien. Toi? Moi, c'est plus, on va dire, c'est pas tout à fait la même démarche, vu que c'est pas forcément de l'écriture. Après, ça va plus être dans la production, dans la façon dont moi je conçois l'horreur. Pour comprendre comment je la conçois, j'ai fait de la psychologie avant, et notamment je me suis intéressé pas mal à tout ce qui était serial killer, et on va dire la partie noire de l'âme humaine, quoi. Donc c'est vrai que Nino disait qu'il utilisait son expérience et ce qui lui fait peur à lui aussi pour concevoir et faire de l'horreur. C'est un peu le même principe, j'utilise effectivement ce que j'ai pu entreapercevoir de ces aspects pour valoriser on va dire, quelque chose qui fait peur. Donc, ce qu'on ne voudrait surtout pas voir en bas de chez soi, c'est ce que je vais mettre dans les livres. Bon, c'est ça. Il y a un truc qu'on n'a pas précisé, qu'il faut obligatoirement préciser, c'est qu'on parle bien aujourd'hui de faire peur aux joueurs, pas faire peur aux personnages. C'est quelque chose qui est un petit peu un terrain glissant, mais on parle d'essayer d'immerger suffisamment pour vous provoquer une petite frousse, comme quand vous êtes au cinéma et qu'il y a un petit passage dans le film qui vous fait flipper.
vous avez de petits frissons, et on parle de ça. Ouais. C'est-à-dire qu'habituellement, on essaye toujours dans le jeu de rôle de se dire, pas de se dédouaner, mais on a un recul. On joue un personnage, on a un avatar. Là, aujourd'hui, il y a le côté un peu, on va ressentir par soi-même ce que ressent notre personnage. Notre but en tant que meneur, en tant que MJ, en tant que maître de jeu, c'est, en tant que cadre de la conférence d'aujourd'hui, c'est de faire flipper un peu les joueurs. Oui, voilà, c'est-à-dire provoquer la petite frousse. Finalement, on ne s'intéresse pas au personnage plus que ça. Le but étant, comme tu le dis, vraiment pas de... En fait, les personnages pouvaient cocher des cases et ils ont peur. C'est fun. Bon. Nous, ce qu'on propose, c'est effectivement de savoir comment vos joueurs vont flipper. Donc, on ne parle pas du jeu, on parle du méta-jeu, du hors-jeu quelque part. C'est les gens autour de la table avec qui on travaille. C'est pas forcément avec le jeu. Vous pouvez faire de l'horreur avec n'importe quel jeu. Après, et pourtant, c'est du divertissement. On n'est pas en train de faire une séance de psychanalyse, on n'est pas en train de se causer des traumas, on n'est pas là pour se faire mal. On est là, désolé pour les guillemets, on est là pour jouer, on est là pour s'amuser, on est là pour cadrer tous ensemble, main dans la main, se dire hey, si on se faisait un peu flipper comme au cinéma. On n'est pas en train d'être sadique, de torturer les gens. Si vous avez un joueur qui est arachnophobe, vous n'allez pas mettre son personnage dans une boîte avec des araignées. Ou alors, vous savez, vous connaissez la personne, vous savez ce que vous pouvez vous permettre de ce que vous devez faire attention. Il y a une distance à prendre, il y a un recul à avoir. Et faut être attentif à sa table, il faut être attentif aux joueurs. C'est vachement important, plus que finalement dans n'importe quel autre mode dans le jeu de rôle. Là, on va faire sentir des choses aux joueurs. C'est ça. Là, on va dire quelque part, on ne joue pas avec un jeu en particulier, on joue un peu avec les émotions, avec le ressenti des gens, avec leur psyché. Donc effectivement, c'est comme disait Arnaud, c'est une pente glissante. On peut très bien, effectivement, si on ne sait pas comment fonctionnent les joueurs, ça peut être, on va dire, certains peuvent partir en faisant des cauchemars. S'ils en font pendant 2-3 jours, ça va. S'ils en font pendant 4 mois, c'est un peu plus grave. Donc faut bien faire attention à ce genre de choses. On ne le dit pas de façon anecdotique, on joue avec la psychologie quelque part un petit peu. Donc il faut faire attention, il faut être conscient de ça. On est là pour s'amuser. C'est du divertissement, on n'est pas là pour faire du trauma. Ouais, c'est pour ça que j'appelle ça un peu la petite frousse. C'est-à-dire qu'on va avoir peur, mais il faut se dire qu'on ne va pas avoir peur pendant 4 heures de jeu. On va avoir peur 10 minutes, et il y a une montée progressive qui fait qu'on va avoir vraiment peur pendant ces 10 minutes-là, où on va avoir un sentiment de perte de contrôle qui va être agréable, le côté adrénaline du cinéma. Mais on n'est pas non plus pour faire des cauchemars. Même moi, 3 jours, c'est pas normal. Faut rater quoi. Non, j'en reconnais, mais après, ça dépend de la sensibilité des gens. C'est ça, il faut connaître. Justement, voilà, faut être attentif. Faut connaître ses joueurs et on va dire, si on ne les connaît pas, parce que ça peut arriver, jouer en convention, ce genre de choses, c'est effectivement de prévenir un petit peu avant. C'est-à-dire, voilà, on va jouer un jeu d'horreur, est-ce qu'il y a des choses que vous ne supportez pas effectivement, typiquement, quelqu'un qui est arachnophobe, voilà, si je vous fais jouer un scénar avec des araignées partout, bah ouais, peut-être pas. Et après, prendre ses précautions. Après, la plupart du temps, t'es arachnophobe, tu as tes petites araignées dans le scénar, ça te fait rien, tu t'en fous. C'est juste que si, avec tout ce qu'on va vous dire dans le prochain quart d'heure, si vous mettez bout à bout tous les petits ingrédients, à un moment, il va y avoir une montée en tension qui fait qu'au bout d'un moment, effectivement, la personne elle peut réellement avoir peur. Et c'est là où il peut y avoir un déclic. Donc, ça peut être positif et négatif. Donc, il faut être attention, il faut être attentif. Du coup, comme on parle de ces petits trucs, qu'est-ce que toi tu utilises pour justement dans tes parties, dans tes productions pour valoriser l'horreur? Pour valoriser Tu veux qu'on parte sur ce truc-là? Tu veux pas plutôt qu'on dise notre plan, notre structure? Oui, enfin, c'est un peu ça. C'est on va dire, c'est quoi tes mécanismes, tes astuces pour écrire de l'horreur par exemple? Ouais, bien sûr. Le truc c'est que là, on va partager la conférence en 2 parties. Un point A et un point B. Le point A, ça va être tout ce qui est théorie, tout ce qui est avant le scénario, avant le jeu, tout ce qui est avant réflexion qu'on peut préparer pour que dans la partie, on fasse peur. Et après, la deuxième partie, ça sera vraiment le cas concret, en pratique, comment faire peur autrement. Comment maîtriser, ouais. Comment maîtriser. Du coup, on va partager ça en 2 parties. Et je pense que déjà, il faut enfoncer une porte ouverte. La porte ouverte de base, la règle de base, c'est que la peur naît de l'inconnu, de l'incontrôlable, de l'intangible, de l'immatériel, de tout ce qui nous échappe, tout ce qu'on ne comprend pas.
Une fois qu'on a compris... On ne le contrôle pas. On peut le comprendre, mais pas le contrôler. Ça peut être aussi... Une fois qu'il y a cet axiome de base qui est digéré, compris, finalement, tout le reste va découler de ça. C'est ça. Du coup, c'est plutôt toi qui vas, histoire que je ne parle pas tout le temps, nous dire comment en amont, de la partie, tu prépares ton scénar, ton jeu, tes artifices en fait avant pour te dire je vais avoir le maximum d'ingrédients pour favoriser à un moment dans la partie de faire flipper les joueurs. Déjà, on va dire partir du jeu, à un moment donné où j'ai choisi le jeu, je vais me concentrer sur le système, à savoir quel type de système je vais utiliser. Forcément, j'ai tendance à favoriser des systèmes basés sur la psychologie et de façon plus générale à se concentrer sur ce que ressentent les personnages, quelle est leur évolution psychologique et quelles sont les actions qu'ils mènent plutôt que leur capacité à faire ces actions. C'est-à-dire que ce n'est pas les compétences chiffrées qui vont m'intéresser, ça va être vraiment le côté comment ils vont gérer ces actions à faire, que ce soit ce qu'ils subissent ou quand ils agissent. Sachant que ce sont deux mécanismes différents qui peuvent être, on va dire, utiles et présentés de manière différente. Je sais que par exemple sur Crime, vous avez des jauges qui permettent justement d'utiliser la psychologie du personnage. Et c'est ces éléments-là qu'on va justement valoriser par rapport à savoir combien je dois lancer de dés. Typiquement, ce que je veux quand je joue un jeu d'horreur, je joue à Crime particulièrement, c'est savoir comment les personnages évoluent, et pas les actions qu'ils font. Je fais pas beaucoup lancer les dés. Après, donc ça c'est vraiment l'aspect quelque part subi. C'est ce que les personnages voient, c'est ce qui va avoir un impact sur eux. Et c'est à travers ça que le joueur va pouvoir se dire bon ben voilà, mon personnage il commence à devenir un petit peu fou, il voit plus les choses de la même façon, où est-ce que j'en suis, et du coup il va avoir peur pour son personnage. Après les actions, le reste c'est l'ambiance, on verra ça après. Bien sûr. Moi je suis pour, alors ça va être un peu technique là, mais je suis pour éviter les systèmes de jeu trop héroïques, c'est-à-dire tous les systèmes de jeu toutes les règles qui donnent trop de pouvoir aux personnages, aux joueurs. C'est-à-dire, si tu joues un mec à super pouvoir, tu vas prendre la confiance, il y a la puissance. Le joueur va ressentir que son personnage est puissant, il va se sentir en confiance, et on ne veut pas qu'il ait confiance. On est là pour le faire peur, on est là pour qu'il perde un peu le contrôle. Il ne faut pas lui donner trop de contrôle. Si tu joues un dieu, si tu joues et chevalier du roi, forcément tu as un statut aussi qui est fort, qui est supérieur, qui est dominant en fait. Oui, tu joues un homme sans peur quelque part. Tu joues un homme sans peur et du coup en tant que joueur, tu vas dire je peux faire ce que je veux. Alors que non, il faut que... Moi je suis plus pour favoriser la peur, avoir un système qui est un peu plus réaliste, des règles un peu plus réalistes, jouer un peu plus d'équidame, parce que du coup tu es plus mortel, tu vas plus faire attention, tu vas pas dire je vais aller buter ce monstre parce que je suis quelqu'un comme n'importe qui, du coup j'ai beaucoup à perdre. Du coup, je serai un peu plus sur la retenue, j'aurai un peu moins confiance, je serai un peu moins rassuré, et ça participe de faire peur petit à petit. Pareil que je dis attention au jeu de rôle, à la narration partagée, parce que plus, encore une fois, on donne de contrôle aux joueurs, plus on leur donne de l'influence, plus ils se sentent rassurés, et moins ils vont justement se sentir à la merci de la situation. Et c'est un petit peu sadique qui dit comme ça, c'est un peu dans le contrôle du meneur, mais oui, ça fait partie pour moi, je dis pas que c'est impossible, mais ça fait partie pour moi des petits trucs qui mis bout à bout font que c'est un peu plus facile de... C'est ça, la partie de jeu de rôle c'est pas démocratique. Si, mais la partie de jeu d'horreur, un peu moins. T'as le maître de jeu qui contrôle quand même pas mal de choses. Et on y reviendra dans la pratique, mais c'est ça. Et il y a du contrôle du joueur. Du coup, toi, dans l'écriture, quand tu écris un scénario, quand tu écris un contexte, je sais que tu es plus éditeur, mais ça t'arrive quand même, qu'est-ce que tu fais pour
mettre des ingrédients ou mettre des cartouches de côté que tu vas pouvoir ressortir à un moment dans le scénar, dans la partie en pratique avec tes joueurs. Bah, je joue un petit peu sur le rythme après, des astuces d'écriture, je sais pas, c'est plus sur on va dire le plan finalement, la préparation, savoir où on va, et jouer un peu sur des effets de mise en scène quelque part. Ça reviendra après aussi, mais justement ça c'est des choses que je prévois, c'est-à-dire que je me dis voilà, à tel moment, j'ai potentiellement un bon moyen de faire sursauter mes joueurs ou d'installer une certaine tension. Et du coup, je vais justement valoriser et me dire, voilà, à ce moment-là, dans ma partie, il faudrait que je mette ça en avant. Ouais. C'est ça que... Si, bien sûr. Et, du coup, moi, dans l'écriture en amont, j'essaye de préparer dans mes scénarios, dans mes histoires, dans mes scènes, dans mes éléments, j'essaye de préparer de quoi faire appréhender les joueurs. En fait, de donner des ingrédients pour les inquiéter. C'est-à-dire que, voir ce qu'il y a sous ligne, quand on est face à ce qui est sous ligne, ça fait plus peur. Quand on regarde ce qui est derrière la porte, ça fait plus peur. Ce qui fait peur, c'est monter les marches jusqu'à la porte. C'est baisser la tête progressivement sous le lit. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose. C'est le moment où tout est possible. Tout se passe. Et en fait, si t'en dis un petit peu, juste histoire de tenter le joueur, de provoquer son imagination, il va remplir les blancs. Il va s'imaginer des choses, et là, en fait, de soi-même, il va se coller sa propre fausse. Donc en fait, tu n'as rien donné, et voilà, tu as donné juste suffisamment pour qu'il s'excite un petit peu l'imaginaire. Mais finalement, c'est là, ça se crée dans les blancs. C'est pour ça que moi, quand j'essaye d'écrire, j'essaye de donner des infos, mais pas donner toutes les infos. Oui. Il faut en fait qu'il y ait le mystère, il faut qu'il y ait l'inconnu. Le fameux truc de je comprends un peu, mais je ne comprends pas totalement. C'est ça, et puis c'est aussi une façon de jouer avec le fait qu'on disait tout à l'heure, on utilise notre propre expérience, nos propres peurs pour faire peur. Finalement, nos peurs, c'est peut-être pas ce qui va faire peur aux joueurs. C'est ça. Du coup, il faut laisser effectivement une marge d'interprétation pour que les joueurs ils transposent leur propre peur sur ce qu'on leur présente et qu'ils interprètent justement la situation au regard de leur propre peur. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui va justement permettre d'avoir un bon effet. Effectivement, si on met nos propres peurs et qu'on les impose, alors que finalement on n'est pas sûr que ça donne un effet, que ça parle aux joueurs en face, on ne fera pas peur. Oui, et puis il y a aussi le fait que quand tu es face au fantôme, tu es face au fantôme et bon, tu gères ça. Ok, c'est un fantôme. Mais juste avant, quand tu ne l'as pas encore vu, tu te demandes ce que c'est, et là tu as peur. Une fois que tu as vu la chose, bon, ok, c'est une araignée géante, super. Mais de ne pas savoir ce qu'il y a derrière, juste entendre gratter, là tu peux dire, ok, il y a plein de choses. De résolution. Une fois que tu as désamorcé la bombe, c'est fini, quoi, tu ne feras plus peur. C'est avant que ça se construise, c'est avant que ça monte, et tu as peur au moment où tu mets la main sur la colline. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce côté, j'essaye d'avoir, c'est un peu ce que j'appellerais l'approche Stephen King, c'est-à-dire du fantastique dans le quotidien, de la bizarrerie dans la réalité, des petites choses, des petits détails, un journal avec une info bizarre, la voiture qui est capricieuse, une porte qui couine tout le temps, des trucs qui sont normaux, mais qui, si tu te concentres dessus, te font dire c'est bien normal en fait ça. Et du coup, tu as l'inconnu, tu as la question encore de ça vient d'où, je sais pas. Et du coup, tu commences à te générer toi-même un petit stress, une petite appréhension. C'est ça, ouais, c'est soit utiliser effectivement l'aspect normal et le mettant en avant, ou même on va dire en intégrant la normalité dans la normalité. Exemple, on va dire, on parlait tout à l'heure du quotidien, des habitudes. Voilà, on sort, on ferme la porte quand on part, etc. Vous pouvez commencer effectivement à présenter les situations en mettant en avant que c'est répétitif. Et c'est à partir du moment où le côté routinier. Ouais, le côté routinier. Et du coup, à partir du moment où il y a quelque chose qui paraît anodin, mais qui sort de cette routine, la porte que vous fermez de tout le temps, vous apercevez en rentrant qu'elle est ouverte. Je suis sûr que à peu près tout le monde dans la salle va se poser la question de savoir s'il rentre ou s'il appelle les flics. De base. Et pourtant, vous n'avez pas de fantastique, vous n'avez rien à ce moment-là. Mais
une petite chose qui n'est pas normale. C'est les fameux blancs qu'on remplit. C'est ça. Il y a le blanc, les derrière, effectivement. Mais il y a aussi ce côté rupture. Et c'est là où c'est intéressant, c'est parce que dans ces situations-là, il n'y a plus de frontière entre le personnage et le joueur. C'est-à-dire que la porte elle est entrouverte. Tu te dis pas en tant que joueur, ah mon personnage, je vois que la porte est entrouverte. Tu te dis mon joueur, ok la porte est entrouverte. Et en fait tu te projettes en tant que personne en train d'avoir la porte entrouverte. Tu n'as pas d'effort d'imagination finalement à faire plus que ça. Tu l'as vécu. Donc tu arrives toi-même à dire qu'est-ce que je fais, pas qu'est-ce qu'il est en train de faire le personnage que tu sur le papier. Et du coup c'est là où en fait tu réduis la petite frontière qui fait que tu as ton petit artifice, ton petit effet adrénaline de ah ouais. Du coup là on parle d'immersion, on va peut-être enchaîner sur le point B. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des désistements. Oui. Je trouve plutôt qu'un personnage qui est puissant, en fait, genre un super-héros, un chevalier, ça, il peut pas avoir peur. Enfin, c'est carrément pas vrai, quoi. C'est carrément pas vrai. Enfin, un super-héros... non, mais c'est vrai. Même un dieu, techniquement, il peut avoir méga rôle, quoi. Alors, oui. En fait, tout le monde peut avoir peur. Mais là, en fait, on fait des généralités pour préciser que petit à petit, enfin, chaque élément en fait, qu'on détaille fait qu'on va vraiment faciliter la peur. Effectivement, si tu es un super-héros, tu as un super-vilain en face de toi, il te fait une crasse ou il fait un truc, un plan un peu tordu, où il prévoit bien son plan, tu vas avoir peur. Mais si tu étais juste toi en tant qu'être humain, tu auras encore beaucoup plus peur. Donc effectivement, en fait, tu peux avoir peur, même un fantôme alors que tu es chevalier dans un château. Tu peux avoir peur, mais c'est juste que, comment dire, chaque petit ingrédient va faire que, là pour le coup, à l'inverse, tu auras un peu moins peur. Tu auras un peu moins peur si tu es Superman et que tu peux détruire la planète. Tu auras un peu moins la crainte en tant que personne, en tant qu'avatar. Tu vas dire, bon, bah, la Terre elle peut être détruite par Darkseid ou je sais pas qui, et puis voilà. Mais en tant que toi, bah, tu sais que Superman, il ne peut pas mourir, enfin, à moins qu'il y ait le soleil ou ce genre de choses. C'est une question de recul. Mais effectivement, en fait, même toutes les choses qu'on dit là, on peut complètement prendre l'inverse et on peut réussir à faire peur avec l'inverse. C'est juste que si tu joues à un humain qui n'a pas de pouvoir, qui a un environnement réaliste, qui n'a pas de point de vie, qui est dans un environnement normal et il surgit un gros monstre, bon, bah, là, tu favorises vachement. Alors que si tu es Superman, bon, voilà, c'est-à-dire ça va être. mais effectivement, sinon tu peux avoir peur. Alors après, ça dépend aussi, c'est aussi une histoire d'échelle de super, il peut passer derrière tout seul, mais techniquement, le super-héros, enfin, il a autant peur que nous, c'est passer derrière et. Tout à fait. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir Non. Non, mais du coup, tu as une question d'échelle aussi, parce qu'effectivement, on va dire, alors sur le coup de la porte, effectivement, il peut se passer n'importe quoi derrière, mais on parle surtout de peur par rapport à l'horreur. C'est-à-dire que le super-héros, il va avoir des clés pour gérer en fait sa peur. En fait, c'est le côté frousse. Et c'est ça. Parce que même le Green Lantern, il va gérer sur lui-même, il va prendre sur lui, il va avoir la volonté, il va affronter ça. Mais nous, là, c'est vrai qu'on parle du côté, vraiment, c'est pour ça que j'avais insisté un petit peu au début, c'était le côté petite frousse. Côté sentiment d'adrénaline, de peur incontrôlable. Après, tu peux même avoir peur en tant que joueur d'un mauvais jet de raté ou d'un plan qui va foirer alors que tu essayes de faire de l'espionnage ou tu rentres dans une baraque et tu vas avoir peur, tu vas avoir la petite fuite. Mais c'est pas la petite frousse, c'est plus de l'adrénaline mal gérée, enfin de ce genre de sensation. Et encore une fois, la question c'était comment faire peur à ses joueurs. Effectivement, le super-héros il peut avoir peur, mais le joueur c'est pas un super-héros. Après, bon certes, on a des identités cachées tous, mais le principe c'est que voilà, c'est aux joueurs qu'on veut faire peur. Effectivement, le personnage c'est qu'un vecteur, c'est une interface. Et après, effectivement, c'est possible de faire peur avec Superman, c'est juste que ça va être un peu plus dur. Un peu plus dur. Merci. On se voit après au pire pour les questions. Alors le point B, mon cher, autour de la table, qu'est-ce que tu utilises comme artifice comme... Je crois qu'il... Ah c'est fini? Ouais, donc on revient l'année prochaine, on se passe parti. Prenez
peu tiqué. On peut se discuter un petit peu derrière si vous voulez approfondir.